Minotaure avait souvent l'impression d'être vieux, tant les mois, les semaines lui semblaient longues dans son labyrinthe. Mais il n'était âgé que de 31 ans. Il était né des amours clandestines et adultérines de la reine Pasiphae et d'un taureau blanc. D'ailleurs, amour n'est pas tout à fait le mot qui convient. Il serait plus juste de parler d'accouplement. Comment une femme aussi raisonnable, réputée de plus pour son tempérament austère, et si imbue de ses devoirs et de ses prérogatives de souveraine, avait-elle pu en arriver là? L'orgueil et la bêtise du roi Minos avaient joué un rôle non négligeable dans cet adultère hors du commun, en quoi Minos était un personnage assez original. C'est généralement la jalousie des maris, davantage que leur orgueil ou leur sottise, qui pousse leurs femmes à les tromper. Minos, roi de Crète depuis un certain temps déjà à cette époque, aurait pu se dire un homme heureux et estimé de ses sujets. Une chose le tracassait cependant. Il faisait régulièrement aux dieux, et notamment au dieu Poséidon, des offrandes qu'il aurait voulu fastueuses. Mais sa bonne île de Crète, si réputée pour son régime amaigrissant à base d'huile d'olive, n'offrait pas suffisamment à ses yeux de ressources pour ça. On manquait de bestiaux bien gras, de taureaux et de bœufs, puissants et majestueux, dont l'immolation eût constitué un sacrifice réellement convenable. Les souverains des provinces voisines offraient aux dieux des hécatombes de bêtes superbes, auprès desquelles les sacrifices que Minos pouvait effectuer ne ressemblaient pas à grand-chose. Ce sujet le tourmentait, et il s'en ouvrait à ses proches régulièrement. La reine le prenait quelque peu à la légère. Un matin d'hiver, le principal écuyer du roi revint tout excité au palais. Il affirma qu'un taureau blanc lui était apparu sur la plage de Samarie, tout ruisselant d'eau de mer. Le bel animal n'était pas, comme le crut tout d'abord le monarque, une illusion du jeune écuyer, qu'il soupçonna d'être pris de boisson. On avait fait encercler et capturer la bête, et elle se trouvait à présent dans les écuries du palais. Minos, mu par une curiosité très concevable, s'en alla immédiatement visiter l'animal dans son box. Il fut littéralement ébloui par son pelage immaculé. De sa vie, le roi n'avait vu tel prodige. Son écuyer lui avait dit un taureau blanc sur un ton d'excitation puérile. Il s'attendait à voir quelques bestiaux dont la robe tirerait vaguement sur le béjas. Le taureau paraissait sculpté dans de la neige fraîche, ce qui n'empêchait pas une douce chaleur d'émaner de son corps puissant, qui, de surcroît, ne dégageait pas une âcre odeur comme celui de ses congénères, mais un parfum d'iode et de fougères en fleurs. Ses naseaux soufflaient doucement, ses cornes, d'un brun doré, semblaient en or. Minos y songea de suite. Offrir une telle merveille qui eût fait l'orgueil de la ménagerie royale en holocauste à Poséidon, ce n'était pas un petit sacrifice. Minos pouvait dormir tranquille, l'irascible maître de l'océan s'en estimerait satisfait. Cependant, le Crétois remit ce sacrifice au lendemain. S'éveillant le matin suivant dans le vaste lit qu'il partageait avec Pasiphae, laquelle dormait encore, Minos pensa de suite qu'avant le coucher du soleil, il devait offrir au fer inhumain du sacrificateur l'échine du taureau blanc, dont il avait rêvé toute la nuit. La journée s'écoula cependant sans qu'il se décidât à faire conduire la bête à l'autel du dieu des mers. Durant cette journée, il ne put se retenir d'aller admirer le taureau à plusieurs reprises. Celui-ci lui lançait des regards indifférents, inexpressifs et stupides par-dessus les planches de son box. Mais il n'en ressemblait pas moins à une apparition, avec sa toison virginale et le double croissant d'or de ses cornes. Cette créature était une merveille, un prodige de la nature que le souverain crétois contemplait amoureusement. Exposée avec les autres parties de cette collection vivante qu'était la ménagerie royale, elle assurerait à son propriétaire un renom qui s'étendrait dans toute la Grèce, bien davantage que ses perroquets
et ses médiocres chevaux de race. Et ne parlons pas du futur salon de l'agriculture. Quel triomphe! Il ne fallait pas y songer, bien entendu. Dès demain, Minos accompagnerait lui-même le palefrenier avec le bourreau chargé des sacrifices jusqu'à l'autel de pierre dédié à Neptune l'irascible. La journée du lendemain se passa sans que le sacrifice fût effectué. Minos avait à recevoir plusieurs bergers qui lui demandaient audience, une fastidieuse affaire de droit de passage que les juges du royaume n'arrivaient pas à trancher. Il trouva le temps néanmoins d'aller caresser la croupe sans tache du taureau, qui était très docile en plus d'être beau. Le sacrifice n'était pas si urgent, après tout. Une semaine se consuma de la sorte, dans les atermoiements et la procrastination. Puis Minos se dit, après tout, pourquoi tuerais-je cet animal qui m'a été offert par les flots, ou qui s'est trouvé sur la plage par hasard, parce qu'après tout, je ne sais pas d'où il vient. Les dieux, s'ils existent, se satisfont d'ordinaire des vaches squelettiques et des verras maigrichons qui leur sont offerts. Il est tout simplement idiot de tuer cette bête. Personne ne me le demande. C'est du gaspillage pur et simple. Ainsi le taureau, blanc, prit officiellement place dans la ménagerie personnelle du monarque. Le taureau blanc prit officiellement place dans la ménagerie personnelle du monarque et tous les sujets du roi furent autorisés à venir l'admirer, ainsi bien sûr que les membres de la cour, évidemment, à commencer par la reine. Pasiphae, d'ordinaire, s'intéressait fort peu aux animaux. Elle n'avait pas comme son mari une passion pour les chevaux, et les chats, comme les petits roquets, lui étaient indifférents. Devant le fameux taureau, elle fit étalage d'une indifférence qui faillit vexer Minos. Pasiphae simulait cette indifférence. Aussitôt que ses yeux d'un brun têtu et enfantin s'étaient posés sur la bête blanche, elle s'était sentie envahie par un sentiment monstrueux qu'elle avait tâché d'étouffer avec une vigueur désespérée. Ce sentiment abject, elle eut beau refuser de toutes ses forces de se l'avouer à elle-même, tant l'idée d'une telle abjection lui soulevait le cœur, elle fut à la longue bien obligée d'admettre son existence, toutes ses tentatives pour l'annihiler se heurtant à des échecs. Plus elle le niait, plus il prenait de la force. Elle fut prise d'un dégoût pour sa propre personne qui n'avait d'égal que la tendance effrayante de ses pieds à la conduire, presque à son insu, et 10 fois par jour, près des lieux où le bovin favori du roi se trouvait enfermé. Durant les journées qui suivirent la grande fête que son mari avait fait donner en l'honneur du taureau blanc, elle ne put s'empêcher en effet de revenir sans cesse errer autour des écuries, sans oser toutefois en passer le seuil. Le palefrenier l'aperçut, âme en peine dans sa longue robe dont la traîne essuyait la sueur et le crottin, au matin du 3e jour. Il crut rêver quand il vit la reine et le visage livide de celle-ci. Pasiphae s'enfuit, inexplicablement terrorisé par le rustaud stupéfait. Le beau visage dédaigneux de Pasiphae, ses narines altières, sa chevelure soyeuse et noire, son front que saignait une couronne d'argent, tout son corps souple et inaccessible était d'une noblesse presque insupportable. Ses sujets les plus impressionnables la prenaient pour une déesse, et elle n'était pas loin de partager leurs sentiments, quand elle contemplait orgueilleusement le reflet que lui renvoyait la grande glace installée au milieu de sa chambre. Et voilà qu'aujourd'hui, elle était saisie d'horreur en regardant ce même miroir. Elle, Pasiphae, un exemple de vertu et peut-être aussi de froideur. Elle était tourmentée par des désirs qui eussent fait mourir de honte la catin la plus pervertie de la plus lointaine contrée barbare. Elle vécut une 4e journée de tourments indicibles, puis ressentit un grand soulagement la nuit venue. Elle avait cessé de lutter. Elle s'était persuadée qu'elle ne pouvait guérir de son penchant bestial qu'en y donnant le libre cours, qu'elle ne pouvait trouver de remède au mal qui la rongeait que dans l'assouvissement. Bien entendu, en raisonnant de la sorte, elle laissait sa folie prendre les rênes de son esprit.
de son esprit qui était tout disposé à la laisser justifier, expliquer la satisfaction de ses penchants inavouables. Une force comme étrangère à elle-même l'y poussait. Dès l'aube, elle se fit ouvrir les portes de l'écurie étable par le palefrenier, en lui demandant avec un grand sourire et d'un ton anodin à voir le taureau blanc. Le domestique, intimidé autant que stupéfait, obéit après avoir fait une ou deux courbettes maladroites. Son étonnement se justifiait. Jamais on ne voyait la reine pénétrer dans les écuries ou dans les étables du roi. Le préposé à l'entretien des bêtes fut plus surpris encore quand la souveraine lui ordonna de se retirer, en lui affirmant d'un ton mi-gêné, mi-impérieux, qu'elle souhaitait passer quelques instants seule à seule avec le taureau de son mari. Il obéit, et quand le bruit de ses pas se fut tout à fait évanoui, Pasiphae se glissa dans le box et fit toutes sortes de câlineries à l'animal. En lassant de ses mains suaves l'encolure de la puissante bête, elle baisa son mufle rugueux. Elle caressa ses palerons, fit glisser ses doigts le long de ses belles cornes. Le taureau se prêtait à tout ceci avec docilité, encore qu'avec un soupçon d'agacement, car sa longue queue effilée battait ses flancs avec nervosité, comme pour chasser une mouche, mais il restait indifférent. Pasiphae se rendit vite à l'évidence. Il ne partageait ni ses sentiments, ni sa folie. Il n'avait aucun goût pour les femelles humaines. Cependant, Pasiphae, plus que jamais, était ivre de désir. Il n'y avait qu'une seule solution, s'adresser au professeur Dédalus. Le professeur Dédalus était à la fois un ingénieur très habile et le conseiller du roi. Il était tout spécialement l'homme de confiance de la reine. Elle le convoqua discrètement. Un messager l'en avertit, il devait venir aussi vite que possible et ne parler à personne, pas même au roi, de cette convocation. Dédalus était petit et de teint brun. Il arborait fièrement un nez de hibou. Son regard était plein de ruse, son langage prudent et châtié. La reine lui exposa sans embâche ce qui la tourmentait depuis des jours. Elle ne pouvait rester dans cet état. La passion l'avait saisie. Pour la première fois de sa vie, déclara-t-elle dans un rire nerveux, elle vivait un amour non partagé. Elle qui, étant jeune, avait poussé par ses dédains au désespoir des dizaines de soupirants tous très beaux et très distingués, avant que Minos n'obtienne sa main en lui offrant le royaume de Crète, elle se heurtait au refus de la plus grossière des créatures. C'était étrange et humiliant. Il était humiliant aussi de constater que sa propre cervelle renfermait désormais moins de bon sens que le crâne obtus d'un vulgaire taureau, car l'animal avait raison de la rejeter, elle et sa démence contre nature. Son instinct était plus fiable qu'un esprit humain dérangé. Dédalus était soumis et compréhensif. Il n'éprouvait jamais la moindre réticence de caractère moral, ce qui faisait de lui un homme très précieux pour un gouvernement. Il réfléchit. Impossible de verser un filtre d'amour dans l'avoine du bestiau. Et de toute façon, les filtres d'amour n'existaient pas pour Dédalus, ingénieur de formation. Il promit de revenir 48 heures plus tard avec la solution du problème. La reine faillit périr de langueur. Elle souffrait de bouffées de chaleur et sa gorge était sèche. Elle vidait en 1 heure 10 carafes d'eau et gémissait à haute voix dans son lit. Dédalus revint. Il avait réussi à mettre au point un équipement qui assurerait le plein succès de l'entreprise. La reine se glisserait à 4 pattes sous une armature métallique imitant à la perfection la silhouette d'une vache. Ce squelette de fer serait revêtu d'une peau de bovin fraîchement équarrie. Une aussi parfaite illusion ne pourrait manquer d'éveiller l'ardeur du taureau, et ce que la reine désirait ne pourrait pas manquer d'advenir. Le stratagème de l'ingénieur réussit parfaitement. Pasiphae suivit tous les conseils et instructions, passablement humiliants, de l'étrange entremetteur. À demi nue, elle se faufila sous l'affreux déguisement, un soir de pleine lune. Le taureau fut mené auprès de la fausse vache par l'intendant des écuries du roi, auquel on avait fait jurer de garder le secret, mais qu'on mit à mort tout de même par précaution,
et ce qui devait arriver arriva. La reine sentit que la folie abandonnait son cerveau peu après l'accomplissement de son fantasme, ainsi d'ailleurs qu'elle l'avait escompté. Écœurée, épouvantée par ce qu'elle avait fait, elle prit une série de bains brûlants pour tâcher d'effacer de son corps le souvenir de l'étreinte qu'elle avait presque réussi à chasser de son esprit. Il ne restera de tout ceci que l'impression d'avoir fait un mauvais rêve, se disait-elle en serrant dans ses doigts élégants une éponge pleine de mousse alanguie dans sa baignoire. 7 mois plus tard, elle accouchait d'un enfant monstrueux, à corps de bébé humain et à tête de veau. Elle avait quasiment oublié le taureau blanc. Quelques semaines après son étrange aventure, des nausées l'avaient importunée. Elle avait constaté un dérèglement dans son cycle menstruel. Qu'importe, s'était-elle dit. Minos et elle se rencontraient régulièrement sur la couche conjugale. Elle ne pouvait pas croire possible que son union abominable avec l'autre mâle pût être fertile. Cette hypothèse était absurde. Et cependant, à mesure que son ventre s'arrondissait, comme la lune de cette nuit maudite, elle en était de plus en plus convaincue. Ce n'était pas l'enfant de Minos qu'elle portait. Cet enfant la rendait malade. Elle vomissait à toute heure du jour. Bientôt, elle se dit souffrante, et elle alla se réfugier dans sa maison de campagne, une espèce de maison de pêcheur au nord de l'île, où l'attendait sa vieille nourrice, une domestique de sa famille demeurée fidèle depuis des générations. Elle mit au monde l'affreuse créature peu après. Celle-ci s'avéra, dès son plus jeune âge, d'une dangerosité absolue. Le bébé faillit mettre en pièces la vieille nourrice avec ses dents. Le lait lui était indifférent. La seule nourriture digne à ses yeux d'être consommée était la chair humaine. Minos, mis au courant de cette naissance et de l'étrange infidélité de sa femme, voulut chercher une solution. Il n'en trouva qu'une seule, faire appel au professeur Dédalus. Il ne fallait sous aucun prétexte qu'un Crétois ou qu'un étranger apprenne l'existence de cet enfant. Elle constituait une inavouable aberration, un secret de famille horriblement embarrassant. Il était cependant impossible d'envisager de le mettre à mort, cet enfant, car il était de sang royal, partiellement tout du moins. Dédalus trouva le moyen de faire creuser un souterrain sillonné de centaines d'allées qui s'entrecroisaient en un fouillis inextricable. C'était du jamais vu. Le professeur donna orgueilleusement le nom de Dédale à ce nouveau type de construction. Des dizaines d'ouvriers et de contremaîtres avaient pris part à l'extraordinaire chantier secret que nécessita la création du Dédale. Ils furent tous exécutés. Les plans furent jetés au feu. Dédalus demeurait le seul homme capable de se repérer dans le labyrinthe. On enferma dedans le garçon à tête de taureau, aussitôt qu'il fut assez grand pour marcher. Tous les ans, le roi Minos exige de familles crétoises, sélectionnées au hasard, qu'elles lui remettent une demi-douzaine de leurs fils et de leurs filles encore vierges. Il prétend qu'il souhaite les sacrifier aux dieux pour assurer la pérennité de l'île. Ne soyez pas égoïstes, a proclamé plus d'une fois sur la place publique le porte-parole de Minos, en s'adressant aux récalcitrants. Pensez à la communauté. Comment peut-on se plaindre de perdre un fils ou une fille si cette perte délivre un peuple tout entier du courroux des dieux? Sachez qu'être sacrifié est à la fois un devoir, un honneur et une nécessité. Beaucoup de parents s'efforcèrent d'envoyer leurs fils et filles encore vierges tenter leur chance en des pays étrangers et lointains. Bien davantage encore s'empressèrent de les marier le plus tôt possible. Ils les auraient mariés dès le berceau s'ils l'avaient pu. Un arrêt proclamé par Minos interdit les mariages en dessous de 20 ans. Des soldats, mandatés par Minos, veillaient à empêcher les unions clandestines. On surveillait activement les actes de naissance. Les vierges, à partir de l'âge de 13 ans, durent porter un vêtement spécial. Elles n'avaient pas le droit de quitter l'île ou de se marier sans une autorisation écrite du roi. Tout essai de mariage clandestin était durement sanctionné. Les parents et le prêtre emprisonnés, les époux punis de mort. Une partie des habitants se révoltait contre cette coutume,
D'autres l'acceptaient avec un fatalisme stupide. Le prisonnier du labyrinthe, auquel on avait donné le nom de Minotaure, ce qui veut dire taureau de Minos à peu près, grondait pour réclamer de la chair fraîche. Dans son angoisse, le roi, qui se sentait responsable de la naissance du monstre, se sentait obligé d'assouvir cette faim. Il redoutait par-dessus tout que l'horrible créature ne parvienne à s'échapper quelques jours de son labyrinthe et sème le chaos et la mort dans l'île, si on ne lui donnait pas satisfaction. Contraindre ses sujets à payer leur tribut de chair fraîche, à alimenter la bête du labyrinthe en victime choisie, c'était assurer la paix de l'île.